Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 30 juillet 2026 et notre cher ami Michael Hudson est avec nous. Bon retour parmi nous, Michael. C'est bon d'être de retour, surtout un jour comme aujourd'hui où tout explose. Exactement. Et commençons, Michael, par ce qui a été rapporté par NBC. Il est dit que Donald Trump a perdu son sang-froid lors d'une réunion sur la sécurité, criant et jurant, frustré par les options militaires qui lui étaient présentées et par l'absence de progrès vers un accord avec l'Iran. Et voilà la situation dans laquelle nous sommes. Vous savez ce qui se passe avec le chaos en Asie occidentale. L'Arabie saoudite attaque sur deux fronts, en gros. Ils ont attaqué l'Irak et avant cela, ils attaquaient le Yémen. Le Yémen a répondu. Et du côté des États-Unis et de l'Iran, il y a eu des attaques iraniennes contre la Jordanie. Puis la nuit dernière, nous avons vu les États-Unis répondre, riposter, puis l'Iran riposter à nouveau et attaquer la Jordanie et d'autres pays, ainsi que le Koweït. Ils ont attaqué le Koweït et la Jordanie. Voilà ce qui se passe, Michael. Et comme je l'ai mentionné, Donald Trump a plusieurs options. L'une d'elles est une option militaire. L'autre consiste à parler et à négocier. Comment comprenez-vous le cas de Donald Trump et la situation qu'il s'est créée lui-même? Eh bien, apparemment, il perd son sang-froid depuis 6 mois environ, non seulement contre les militaires, mais aussi contre les conseillers économiques et les conseillers politiques. Et ce qui le met en colère, c'est que les militaires lui expliquent ce que vos commentateurs militaires sur votre site disent depuis le début, que, pour plusieurs raisons, les États-Unis n'avaient aucun moyen de vaincre l'Iran. D'abord, l'Iran s'efforce de neutraliser les systèmes radars de toutes les bases militaires américaines alentour. Et cela empêche les États-Unis de savoir exactement d'où viennent les missiles et comment mettre en place des systèmes de défense. Trump a dit que nous n'avions que 7 minutes pour répondre dans le cas de l'attaque contre la Jordanie. Eh bien, avant, ils étaient capables de le savoir bien plus longtemps à l'avance. Mais le plus important, c'est que toute la stratégie américaine est un psychodrame de Trump. Et c'est aussi un psychodrame pour les États-Unis et pour l'Ukraine. L'idée que, si nous pouvons faire suffisamment souffrir les civils, si, en violation des lois de la guerre, qui disent qu'on frappe des cibles militaires, pas des civils, nous frappons des civils, alors ils seront, comme dans le cas de la Russie, tellement malheureux et blessés qu'ils diront « Ne pouvons-nous pas changer de régime et obtenir un régime que les États-Unis accepteront, qui soit favorable aux États-Unis, pour qu'ils cessent de nous bombarder et de tuer nos femmes, nos enfants et les civils. » Eh bien, les Iraniens ont montré depuis 1979 qu'ils pouvaient tenir bon face à ça. Et l'armée a dit « ça ne va pas nuire à l'Iran. La seule façon de vaincre l'Iran, c'est de frapper des cibles militaires. Quand vous frappez la population, l'effet sera simplement de les souder et de leur faire dire « nous ne voulons rien avoir à faire avec ça. Les États-Unis sont l'ennemi. Et quoi qu'il arrive, il n'y a aucune chance que nous nous rendions à l'armée et aux forces militaires américaines qui font tant de mal à nos civils. Donc, faire souffrir les civils ne sert à rien. Et comment frapper les cibles militaires que l'Iran a passé 3 décennies, et même davantage, à disperser dans l'immense pays qu'il est, dans toutes sortes d'endroits, avec tout autour des leurs de faux lanceurs de missiles. Il n'y a aucun moyen pour l'armée américaine de les éliminer. En plus, l'armée manque de plus en plus de bombes et de missiles. Et si elle dépense ce qu'il lui reste contre l'Iran, elle ne pourra plus défendre Israël, l'Ukraine ou l'Europe occidentale face à la guerre simultanée sur 2 fronts qu'elle mène, à la fois contre l'Iran et la Russie. Donc Trump est furieux de ça. Et il est furieux du fait que, dès le départ, il a commencé une guerre sans préciser quels en étaient les objectifs.
La première chose que disait von Clausewitz, c'est que la guerre est la continuation de la politique économique. Quelle est cette politique économique? Il n'y a qu'une seule politique que Trump énonce depuis son premier mandat. À partir de 2018, a-t-il dit, notre objectif au Moyen-Orient, en Asie occidentale, est de faire payer la guerre aux monarchies arabes, en particulier à l'Arabie saoudite. Nous voulons récupérer auprès de l'Arabie saoudite et des Émirats toutes les dépenses que nous y engageons. Tout comme nous voulons aider l'Ukraine et l'Europe à récupérer toutes les dépenses de notre guerre contre la Russie sur le champ de bataille ukrainien. C'est donc sa philosophie. Et cette guerre qu'il mène évolue et s'étend en une guerre contre les membres arabes de l'OPEP, tout autant que contre l'Iran. C'est ainsi qu'ils le voient. Ils sont coincés. Que peuvent-ils faire? Car toutes les économies de l'Arabie saoudite et des Émirats sont investies dans le système financier des États-Unis. Les États-Unis peuvent donc à tout moment dire simplement « Eh bien, nous allons récupérer le coût de notre guerre en saisissant votre épargne », comme ils l'ont fait contre l'Iran. C'est leur cauchemar, ce qui est en train de se passer. Ils sont paralysés. Que peuvent-ils faire? Eh bien, c'est pour cela que l'Iran insiste tant en disant « Quoi qu'il arrive, nous devons désormais contrôler tout le trafic de pétroliers dans le détroit d'Ormuz et nous continuerons à le faire après la guerre. » Car cette guerre représentera une menace militaire tant que les États-Unis seront présents dans la région. Pas seulement par leur présence militaire, mais aussi par leur symbiose financière avec les Émirats, avec l'Arabie saoudite, avec ses gouvernements. Et c'est cette symbiose à laquelle nous devons mettre fin. Et c'est pour cela que l'Iran bombarde les centres de données d'Amazon, ainsi que d'autres centres de données de Google, Microsoft et Meta. Il veut rompre tout le lien entre la relation symbiotique de la région avec les investisseurs aux États-Unis, la détention partielle et l'ensemble des projets des États-Unis visant à étendre leur tentative de créer un monopole dans les technologies de l'information et l'intelligence artificielle, en disant « Eh bien, nous ne pouvons pas construire de centrales électriques ni fournir de l'énergie ici, aux États-Unis, parce que nous n'avons pas le temps de construire de nouvelles infrastructures de services publics et nous n'avons pas l'eau nécessaire pour refroidir les centrales. » Nous devons aller là où se trouve l'énergie, et l'énergie est en Asie occidentale. Elle est aux Émirats et en Arabie saoudite. Le problème, c'est que eux non plus n'ont pas d'eau. C'est tout le dilemme de ces monarchies, mais aussi de l'Iran lui-même. Comment mettre fin à cette symbiose et chasser toute l'influence des États-Unis de la région? Parce que tant que les pays arabes espéreront gagner de l'argent et s'enrichir sur les marchés financiers américains, ils resteront alignés dans leur cœur sur la politique étrangère des États-Unis, militairement et politiquement. Et nous sommes foutus. Que pensez-vous du comportement que nous observons de la part de l'Arabie saoudite? Par exemple, elle étend en quelque sorte la guerre. Nous connaissons la pression qui pèse sur son économie à cause de la fermeture du détroit d'Ormuz, du blocus en mer Rouge. D'un autre côté, vous avez dit qu'elle allait payer tout ce que les États-Unis dépensent dans cette guerre en Asie occidentale. Et elle va le payer, elle le sait, alors même que son économie souffre énormément de la guerre. Alors pourquoi agit-elle ainsi, en étendant la guerre, alors que cela ne va pas lui profiter? Ils l'ont compris il y a déjà quelques mois, quand Trump a dit qu'il allait lancer son attaque contre l'Iran. Et l'Arabie saoudite a dit « Nous ne pouvons pas vous laisser utiliser, nous ne pouvons pas vous laisser utiliser notre territoire ou nos bases comme point de départ pour attaquer l'Iran, parce que l'Iran nous attaquera.
donc nous bloquons nos bases. Cela a conduit Trump à suspendre ses premiers projets de guerre plus tôt cette année et à trouver un moyen de contourner l'Arabie saoudite. Ils les ont donc déjà arrêtés une fois et ils ont obtenu l'accord du Koweït. Les deux pays ont déclaré conjointement « Vous ne pouvez pas utiliser vos bases dans aucun de nos deux pays, ni les survoler ». Mohamed Ben Salman, MBS, comprend donc qu'ils sont coincés. D'un autre côté, il comprend que l'Amérique détient plus ou moins toutes les économies de l'Arabie saoudite en otage. Et il y a cette opposition traditionnelle entre l'islam sunnite wahhabite et la religion chiite de l'Iran. Il y a aussi cet élément-là. Et l'Arabie saoudite continue en fin de compte de s'aligner sur les États-Unis, pas seulement contre l'Iran. Il y a longtemps, elle a fait la guerre au Yémen pour conquérir le Yémen. Et cela a conduit les Yéménites, les Houthis là-bas, un groupe de Yéménites, eux aussi, à pouvoir bloquer les 5% du pétrole mondial que l'Arabie saoudite exporte par la mer Rouge, en plus des 20% qui passent par le détroit d'Ormuz. Et l'Arabie saoudite essaie déjà, bien sûr, non seulement depuis l'an dernier, mais depuis de nombreuses années, de vaincre les Yéménites et de les empêcher de pouvoir attaquer l'Arabie saoudite sans y parvenir. Et ce doit être un combat perdu d'avance. Alors, que va-t-il se passer? Eh bien, à un moment donné, la guerre va prendre fin. Et les conséquences de toutes les guerres sont généralement politiques. Je crois que nous avons déjà évoqué dans votre émission la façon dont la Première Guerre mondiale s'est achevée par la suppression des monarchies en Europe, non seulement dans les pays vaincus, mais aussi dans les pays victorieux. Les monarchies ont été remplacées par des oligarchies parlementaires qui se qualifiaient de démocratie, mais elles ont été remplacées. Alors, imaginons quel genre de contre-coup politique il y aura lorsque cette guerre du pétrole menée par les États-Unis contre l'Asie occidentale et la Russie prendra fin. Je pense qu'un grand nombre de sheikhats et de monarchies vont être remplacés par quoi? L'Iran sortira probablement vainqueur. Vous assistez en ce moment à toute la négociation et aux affrontements entre l'Iran et Oman autour de la question suivante. Comment allons-nous contrôler la navigation dans le golfe Persique à travers le détroit d'Ormuz? Eh bien, l'Iran ne va pas partager à 50-50. Il va dire « toute cette guerre nous a blessés ». Nous n'avons qu'un seul moyen d'arrêter la guerre. La guerre n'est pas contre vous, elle est contre nous. Nous allons contrôler le détroit. Nous allons recevoir l'argent. Nous vous en partagerons une certaine part. Cela dépendra des négociations, mais ce ne sera pas beaucoup. Le débat, en ce moment, porte sur qui obtient quoi. Et je ne suis pas sûr de voir comment Oman peut résoudre le problème, alors que l'Iran peut toujours dire « Eh bien, cela faisait autrefois partie de l'Iran. Cette situation pourrait être rétablie à une date ultérieure. » Qu'en pensez-vous? Je pense que le problème, Michael, entre l'Iran et Oman, c'est essentiellement cette affaire commerciale qui fait l'objet d'influence. Les États-Unis essayent d'influencer le gouvernement omanais afin d'obtenir le plus possible de cet accord, de ce qui se passe entre l'Iran et Oman. Mais l'Iran ne va pas céder. C'est ça le problème. Ils veulent contrôler les entrées et les sorties dans le détroit d'Ormuz. C'est crucial pour eux, non pas pour l'économie, pour ce qu'ils gagnent en faisant payer ces navires ou ces bateaux. Tout est une question de sécurité. C'est tellement important parce que sans l'utilisation du détroit d'Ormuz et de tous ces pays du CCG, les États-Unis n'auraient pas pu lancer cette guerre de la manière dont ils l'ont lancée. Ils ont utilisé toutes ces bases militaires dans les pays du CCG, ainsi que le détroit d'Ormuz d'ailleurs. La plupart de ces armes et de ces radars, ils passaient par le détroit d'Ormuz pour les envoyer dans ces pays. L'Iran dit non, ça n'arrivera pas. C'est la réalité entre eux.
Et avec le temps, on voit la rhétorique ou la politique, la stratégie des Iraniens se durcir de plus en plus envers Oman. Nous savons que pendant très longtemps, les relations entre l'Iran et Oman étaient très bonnes. Et là, il semble que quelque chose remonte à la surface à cause de ce commerce. Et honnêtement, Michael, je ne vois pas l'Iran reculer. Je pense qu'il y a une perception, à la fois en Iran et aux États-Unis, selon laquelle tout va forcément à l'extrême. Et l'extrême ici, c'est qu'il ne peut y avoir qu'un seul gagnant, soit l'Iran, soit les États-Unis. Et l'armée dit à Trump, l'Iran a toutes les cartes en main. Il n'y a aucun moyen pour nous de gagner. Et si on se dit simplement, très bien, si on ne peut pas gagner, alors paralysons tout, fermons tout. Eh bien, plus ils font traîner les choses, plus ils aggravent la dépression mondiale et l'effondrement inévitable qui vont se produire au plus tard cet automne. Parce que le pétrole n'est pas expédié. Le gaz n'est pas expédié. Et le résultat, c'est qu'on ne peut libérer qu'une quantité limitée de pétrole de la réserve pétrolière nationale avant qu'elle ne soit épuisée. Ou si Trump dit « il faut maintenir les prix du pétrole bas » et qu'il parle des prix de l'essence pour les vacanciers qui prennent la route en août et en septembre, avant les élections de novembre, il faut maintenir les prix de l'essence bas. Donc même si nous retirons tellement de pétrole des cavernes de sel dans lesquelles les États-Unis ont stocké leurs réserves pétrolières, si l'on vend autant de pétrole et qu'une grande partie est exportée vers l'Europe pour faire baisser les prix, eh bien, si le pétrole descend en dessous de, disons, 70 milliards, la limite de ce que ces cavernes peuvent contenir, les cavernes s'effondreront. Et Trump dira, ce n'est pas grave. Si elles s'effondrent, espérons qu'elles ne s'effondreront pas avant la première semaine de novembre, le premier mardi, quand les élections auront lieu. D'ici là, je serai installé. Donc pour lui, tout est calé sur l'élection de novembre. Et il laissera l'économie des États-Unis sombrer dans une crise absolue après le jour de l'élection, celui des élections de mi-mandat, afin d'essayer de conserver l'emprise du Parti républicain et plus précisément de son groupe MAGA en son sein, face aux démocrates, qui se sont engagés à lancer une procédure de destitution contre lui et à instaurer un changement de régime entièrement différent. Donc le changement de régime que Trump voulait provoquer se révèle être aux États-Unis, pas en Iran. C'est toute l'ironie de cette histoire. Comme le pays que vous allez conquérir, un grand pays, le pays que Trump conquiert, ce sont les États-Unis, pas l'Iran. Que se passe-t-il, Michael, avec le comportement de l'Iran? Nous assistons à quelque chose de nouveau. Ils changent de stratégie. Leur stratégie était défensive, mais avec le temps, elle devient en quelque sorte préventive, parce qu'il y a eu des attaques contre la Jordanie. Et encore une fois, le New York Times a rapporté qu'hier, il y a eu des attaques contre ce port en Égypte, qu'ils appellent le port de Mieta, en Égypte. 2 navires américains ont été attaqués, et le New York Times vient de déclarer que l'Iran est derrière ces attaques de drones. Parce que si les États-Unis utilisent le blocus pour attaquer des navires iraniens ou les frapper, alors ils vont trouver les navires américains. Il me semble que, si cette information que le New York Times vient de publier est juste ou exacte, alors l'Iran va au-delà de son ancienne stratégie. Comment voyez-vous cela? Eh bien, je pense que l'Iran a la bonne stratégie. Tout le jeu autour de l'économie, Michael, désolé de vous interrompre, tout cela est en train de devenir, vous savez, l'économie. Ils se battent l'un contre l'autre sur le plan économique. Ils mettent la pression sur l'économie iranienne. L'Iran veut faire la même chose aux États-Unis. Et comment cette guerre économique va-t-elle se poursuivre dans l'Union européenne?
Eh bien, l'Iran a une plus grande tolérance aux sanctions économiques que les États-Unis, parce qu'il vit avec cela depuis longtemps et qu'il a montré sa résilience. Les États-Unis ne sont pas une économie résiliente parce qu'ils sont tellement endettés. Ils vivent au bord de l'insolvabilité pour les entreprises, pour les travailleurs, pour les consommateurs, pour les collectivités locales. Et sur le plan militaire, la politique de l'Iran consiste à reconnaître que la meilleure défense, c'est l'attaque. Aux États-Unis, les informations disent « Regardez, l'Iran a fait exactement ce que vous avez décrit, une attaque surprise contre la Jordanie. » Mais qu'y a-t-il de surprenant là-dedans? Les États-Unis continuent d'attaquer l'Iran par des actes de guerre, en bloquant ses exportations de pétrole en dehors du détroit d'Ormuz. C'est un acte de guerre. L'Amérique mène depuis tout ce temps une guerre économique contre l'Iran en bloquant ses exportations. Une guerre économique est tout aussi grave qu'une guerre militaire. L'Iran le comprend. Il a aussi observé la dynamique entre la Russie et les États-Unis dans leur guerre en Ukraine. Jusqu'ici, la Russie a toujours dit « Nous riposterons de manière proportionnée. Vous pouvez nous lancer des attaques surprises encore et encore, et nous réagirons proportionnellement. » Eh bien, l'Iran est allé plus loin. Il dit « Nous n'allons pas seulement riposter de manière proportionnée. Une riposte proportionnée ne vous arrêtera pas. C'est vous qui décidez avec quoi vous pouvez nous attaquer et quelle sera notre riposte proportionnée. Si vous nous attaquez, nous ferons ce qu'on fait normalement dans une guerre. Nous vous frapperons aussi fort que nous le pourrons. » Et c'est parce qu'à ce stade, nous sommes la puissance militaire supérieure. Vos missiles sont épuisés, vos radars sont détruits, vos systèmes d'alerte avancés ne fonctionnent pas. Vos systèmes antimissiles ne sont pas capables de défendre les bases et les zones américaines contre nos forces, nos drones et nos missiles. Vous n'avez pas les moyens de vous défendre. Tous les avantages militaires sont de notre côté, comme vos propres généraux, je pense, vous l'ont dit, Monsieur Trump. Vous pouvez donc vous engager dans une guerre dont la défaite est garantie. Mais vous êtes arrivé au pouvoir en disant que vous vouliez être le nouveau Napoléon de notre époque. Eh bien, souvenez-vous de ce qui est arrivé à Napoléon lorsqu'il a attaqué la Russie, puis lorsqu'il a attaqué la Grande-Bretagne et a perdu à Waterloo. Ce sera votre sort. Oui, vous finirez comme Napoléon. Je ne suis pas sûr que vous partirez en exil. Ce ne sera pas à l'île d'Elbe. Ce sera peut-être en Israël. Tous vos comportements corrompus ont entraîné des menaces d'emprisonnement, mais vous finirez d'une manière qui ne ressemblera pas au Napoléon que vous aviez imaginé en le choisissant comme modèle. L'autre point, Michael, c'est l'avenir des bases américaines dans la région. Et pas seulement dans les pays du Conseil de coopération du Golfe, mais aussi en Jordanie. Le New York Times a rapporté que des centaines de personnalités jordaniennes, issues des milieux politiques, juridiques et de la société civile, ont signé une lettre ouverte exigeant le retrait des forces américaines de Jordanie parce qu'elles sont frappées par des drones et des missiles iraniens. Alors, quel est l'intérêt? Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Le jeu pour qui? Pericjulis, pour Thostapei. Ils ne veulent pas être frappés. Ils savent que si le roi de Jordanie et sa bureaucratie mettent ce qu'ils contrôlent dans le camp américain, la grande majorité des citoyens jordaniens ne sont pas jordaniens. Je veux dire, la population jordanienne n'est pas jordanienne. Beaucoup sont palestiniens ou indiens et beaucoup sont chiites. Cela signifie que si la Jordanie continue de s'aligner sur les États-Unis et de devenir une cible de représailles iraniennes, il n'y aura plus de monarchie. La monarchie deviendra, d'une manière ou d'une autre, soit une partie de l'Iran, soit un État client de l'Iran. On ouvrira probablement la voie à des votes de l'ensemble de la population
qui bien sûr n'aura pas exactement des sympathies pour la monarchie. Pas plus que ce ne serait le cas aux Émirats ou en Arabie Saoudite, où il s'agit d'une minorité similaire. La Jordanie, les Émirats et les petits rois d'Asie occidentale sont tous le produit de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, l'Empire ottoman a été dépecé et la Grande-Bretagne et la France, les deux grandes puissances coloniales européennes, ont redessiné les frontières politiques de cette région. Elles y ont installé des monarchies clientes, des oligarchies clientes, des aristocraties clientes. Tout cela, nous assistons enfin au démantèlement des mythes que les puissances coloniales européennes ont créés après la Première Guerre mondiale. Puis après la Seconde Guerre mondiale, les empires britanniques et français ont été absorbés par l'empire financier américain, les États-Unis. Je pense que tout cela est destiné à être balayé dans le sillage de ce qui va se produire lors du règlement final de la guerre, qui prend aujourd'hui véritablement de l'ampleur à l'échelle mondiale. Michael, comment voyez-vous la pression qui s'exerce? Parce qu'il y a deux façons de mettre fin à la guerre. La première, c'est que les États-Unis se retrouvent à court d'armes, de missiles, d'intercepteurs, et finissent par décider de se retirer. L'autre, c'est la pression économique sur les États-Unis. La façon dont le détroit d'Ormuz, peut-être le chaos lié au blocus de l'Arabie saoudite, exercerait une pression sur eux. Et nous avons deux guerres. Et nous avons deux guerres actives en ce moment. L'une se déroule en Ukraine, l'autre au Moyen-Orient, en Asie occidentale. Est-ce que ce sera le champ de bataille qui décidera de l'avenir de tout cela? Ou bien l'économie frappera-t-elle les États-Unis plus durement avant que cela n'arrive? Ce sera une crise économique qui surviendra à un moment donné, lorsqu'il y aura une rupture dans la chaîne des paiements. Il n'y a aucun moyen de savoir exactement quand cette crise éclatera. Depuis 2008, quand Obama est arrivé au pouvoir et a renfloué les banques après la crise immobilière et celle des prêts hypothécaires douteux, les États-Unis connaissent un effondrement lent. Et ils ont maintenu leur économie à flot grâce à une inflation des prix des actifs, alimentée par l'endettement. La Réserve fédérale a injecté de l'argent dans le secteur financier, finançant les déficits budgétaires causés par les baisses d'impôts de Trump. La Réserve fédérale a financé l'intégralité du déficit budgétaire, y compris le budget prévisionnel de 1 500 milliards de dollars de dépenses militaires proposé par Trump. Tout cela a été créé par la Réserve fédérale, qui imprime de la monnaie pour acheter des titres du Trésor au secteur financier. Elle injecte de l'argent dans les banques et dans le secteur financier afin de créer de la monnaie. Et à quoi les banques prêtent-elles cet argent? Pas au développement industriel, pas pour accroître la productivité et les profits de l'économie. Elles prêtent contre de l'immobilier, des actions et des obligations, afin d'en faire monter les prix. Elles espèrent que les prix, gonflés par toute cette inflation des prix des actifs, alimentés par la dette, ainsi que par la politique de taux d'intérêt zéro durant de nombreuses années, fourniront aux sociétés immobilières, aux entreprises cotées et aux entreprises présentes sur le marché obligataire, qui doivent des obligations, l'argent nécessaire pour payer aux banques les intérêts et les frais de portage de leur dette extérieure. Eh bien, tout ça est sur le fil du rasoir en ce moment. Et l'interruption de l'activité économique, causée par la pénurie de pétrole, surtout de carburant diesel pour les transports américains, et d'engrais pour l'agriculture et les exploitations agricoles américaines, les faillites augmentent très fortement. Et pour les compagnies d'électricité, pour toutes ces industries dépendantes du pétrole, en particulier les compagnies aériennes, qui ont réduit bon nombre de leurs liaisons à cause de la hausse du prix du carburant de type kérosène utilisé par les avions. Tous ces carburants spécifiques
en dehors de l'essence. C'est vraiment là que la pression va entraîner des fermetures. Les routiers ne peuvent pas se permettre de travailler aux tarifs actuels. On voit déjà des routiers du secteur privé qui fonctionnent un peu au coup par coup. Ils ne pourront pas gagner leur vie. Les agriculteurs ne peuvent pas continuer à semer au rythme qu'ils avaient prévu, tout en réalisant un bénéfice sur le blé, le maïs et le soja au prix actuel, alors qu'ils doivent payer si cher leur propre carburant diesel, leur matériel de récolte, leurs engrais et tous les intrants dont l'approvisionnement est perturbé par la guerre dans le Golfe Persique. Michael, pensez-vous que certaines personnes de l'establishment aux États-Unis croient encore pouvoir faire subir à l'Iran et à la Russie ce qu'elles ont fait au Venezuela? C'est exactement ce qu'a dit le secrétaire au Trésor, Scott Bessent. Il a donné une excellente interview à, je crois, CNBC, dans laquelle il a expliqué que le Venezuela est le modèle exact de ce qu'il veut faire en Russie. Il a dit que tout consistait à maintenir le dollar au centre de la politique étrangère américaine. Il a déclaré « Pourquoi sommes-nous entrés en guerre au Venezuela? Parce qu'ils n'utilisaient pas le dollar. Ils fixaient le prix de leur pétrole dans des monnaies autres que le dollar. Et ce n'est pas tout. Ils ne dépensaient pas les recettes de ce pétrole pour acheter des produits américains, mais pour acheter des produits de pays autres que les États-Unis. Donc, quand nous sommes entrés au Venezuela, nous avons fait deux choses. Nous avons confisqué leur pétrole. Nous avons fait investir toutes leurs recettes pétrolières et les avons envoyées sur un compte du Trésor américain sous ma direction en tant que secrétaire au Trésor. Et nous avons veillé à ce que l'argent de ce compte bancaire soit dépensé aux États-Unis pour des produits américains. Eh bien, nous pouvons faire la même chose avec l'Iran. Et Trump est intervenu immédiatement après l'interview de Bessent et a dit oui, Bessent a raison. Si nous pouvons conquérir l'Iran, nous allons prendre le contrôle du pétrole iranien. Et nous avons un plan. Si nous conquérons le pétrole iranien, nous allons créer un compte au Trésor. Nous laisserons l'Iran exporter ce pétrole, mais toutes les recettes pétrolières seront libellées en dollars. Et les dollars seront placés sur un compte du Trésor géré par les États-Unis. Et nous dépenserons tout l'argent de ce compte du Trésor, soit pour des exportations américaines, soit pour des investissements aux États-Unis, et pour rembourser les États-Unis des coûts apparemment infinis de nos dépenses militaires qui ont été nécessaires pour vaincre l'Iran. Et il a dit, voilà pourquoi nous ne pouvons pas accepter le protocole d'accord du 17 juin que j'ai signé, tel que l'Iran l'a compris. L'Iran était censé recevoir un paiement symbolique. Était-ce 12 milliards de dollars, 6 milliards, 3 milliards? Inversement, sur les 100 milliards de dollars que les États-Unis ont demandé à leurs alliés de confisquer, y compris les avoirs confisqués par la Corée du Sud, qui avait transféré aux Émirats tout l'argent saisi sur les comptes iraniens. Et tout cet argent se trouve aux Émirats. Eh bien, Trump a dit, d'abord, les Émirats veulent garder cet argent pour eux. Y a-t-il des réparations pour l'Iran qui s'est défendu en attaquant les bases aux Émirats qu'il avait attaquées? Mais il y a aussi un fait. Tout argent détenu sur le compte des Émirats qu'ils accepteront de rembourser à l'Iran, que ce soit 3, 6 ou 12 milliards de dollars, tout cela ira sur un compte que moi, Donald Trump, contrôlerai. Et tout cet argent sera dépensé en fournitures américaines, en matériel médical, en importations alimentaires. Tout sera dépensé aux États-Unis, nulle part ailleurs. Et Bessent a déclaré dans son interview, « Nous pouvons faire la même chose avec la Russie. Nous allons convaincre la Russie que oui, nous pouvons régler la guerre en Ukraine que l'OTAN mène contre vous. Nous pouvons arrêter les attaques. Mais vous devrez accepter
que si vos exportations de pétrole et de gaz naturel augmentent, vous devrez accepter de dépenser les recettes aux États-Unis. Et c'est là le fondement de la stratégie américaine. Et c'est là que l'économie des États-Unis s'est elle-même acculée. Elle n'est plus capable de créer sur son propre territoire sa prospérité industrielle, ses investissements et son niveau de vie. Elle s'est désindustrialisée. Elle a privatisé ses infrastructures. Elle a financiarisé l'économie en gagnant de l'argent grâce aux intérêts et aux rentes économiques et non grâce aux profits issus de la formation réelle de capital, des usines, de leurs machines et des moyens de production. Elle s'est donc mise dans une situation où la seule manière pour les États-Unis de soutenir leur niveau de vie et de payer le service de leurs dettes, c'est d'exploiter d'autres pays. Et Bessent et Trump, là encore, ont expliqué très clairement en quoi consiste cette stratégie. Ils sont très ouverts à ce sujet. Ils disent que nous devons instaurer un monopole mondial par le contrôle de points de passage stratégiques. Le pétrole est le principal point de passage stratégique dont nous disposons. Si nous pouvons contrôler le pétrole, nous pouvons faire en sorte que pour tout le pétrole exporté, les États-Unis captent une grande partie du surplus économique. Et dans l'un des discours qu'il a prononcés, il y a quelques semaines, il a parlé de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. Si nous contrôlons le détroit d'Ormuz, si nous pouvons remplacer l'Iran dans le contrôle de ce détroit, nous ferons payer à tout le trafic pétrolier 20% de la valeur totale du pétrole exporté. Imaginez, 20% de tout le pétrole de l'OPEP exporté irait aux États-Unis à titre de compensation, de réparation pour la protection assurée par les États-Unis. C'est ce qu'a dit Trump. Nous étions l'Engrace Gang. Eh bien, je pense que l'Arabie saoudite et les Émirats ne considèrent plus les Américains comme leur ange gardien. Mais les États-Unis, c'est vraiment de cela qu'il s'agit dans ce conflit autour d'Ormuz. Qui va le contrôler? Et l'Iran l'a dit très explicitement. Il a répondu, si nous ne le contrôlons pas, alors c'est vous qui allez le contrôler. Et nous ne ferons payer que, vous savez, le modeste montant que nous avons facturé pour les navires traversant le détroit d'Ormuz. Un montant qui ne représente qu'un septième de ce que vous facturez. Mais après que Trump a déclaré « Nous allons faire payer 20%, », les Iraniens ont dit « Eh bien, vous avez au moins dit une chose avec laquelle nous sommes d'accord, Monsieur Trump. Vous avez reconnu que le droit international n'empêche pas de faire payer un droit de passage pour le trafic dans les eaux internationales. » Vous aviez affirmé que nous ne pouvons pas percevoir cette taxe parce que le détroit d'Ormuz est une voie maritime internationale. Et les pays qui ont signé la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer disent que, eh bien, ces pays signataires de l'UNCLOS bénéficient d'un droit acquis. Donc, Suez peut percevoir une taxe. Le canal de Panama peut percevoir une taxe. Les Turcs peuvent percevoir une taxe pour les Dardanelles. D'ailleurs, ils l'ont augmenté de 15% l'an dernier, dans le cadre de leur hausse annuelle, pour le passage dans leurs eaux internationales. Mais l'Iran n'a jamais signé cet accord UNCLOS, pas plus que les États-Unis. L'Iran a toutefois dit « Merci d'avoir au moins reconnu le droit des pays à percevoir la taxe que ces autres grandes nations perçoivent. Et nous allons la percevoir. Elle sera certainement plus abordable pour les autres pays d'Asie occidentale, pour l'Arabie saoudite, les Émirats, Bahreïn. Il leur coûtera moins cher de nous verser nos redevances relativement modestes. Et ce sera le seul moyen pour nous d'obtenir des réparations ou même de récupérer l'argent que ces pays ont saisi sur nos comptes. Mieux vaut nous payer que de faire face aux exigences bien plus élevées que Trump a dit qu'il vous imposerait si les États-Unis nous conquièrent et prennent le contrôle du détroit d'Ormuz. Donc, la guerre des États-Unis contre l'Iran est une guerre du pétrole.
Et pour Trump, l'objectif de cette guerre du pétrole est de contrôler le détroit d'Ormuz et vraisemblablement aussi la mer Rouge, afin de s'en servir pour soutirer de l'argent destiné à payer les États-Unis, à aider leur économie grâce aux recettes et à l'afflux de capitaux étrangers qui ne sont plus générés par l'économie américaine elle-même sur le plan intérieur. Nous informons simplement notre audience qu'une information de dernière minute annonçait que l'Arabie saoudite attaquait le Yémen ou frappait certaines cibles au Yémen. C'était faux. Le bruit est causé par des orages au-dessus de Sanaa. Aucune attaque n'est en cours pendant que nous parlons. Donc, cette information était fausse. Michael, permettez-moi de souligner quelque chose d'important, parce qu'une nouvelle vidéo est sortie après, je crois hier, ou avant-hier. C'était après les funérailles de Lindsey Graham, ou avant les funérailles de Lindsey Graham. La vidéo a été publiée par CNN. Elle montre Lindsey Graham décrivant la situation avant le début de la guerre, décrivant la situation, appelant et parlant avec Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden. Il lui décrit la situation concernant la guerre contre l'Iran et la manière dont les États arabes sont, d'une certaine façon, à l'arrière-plan. Ils attendent l'effondrement de l'Iran, puis ils vont intervenir eux aussi. Voici ce qu'il a dit, Michael. En mesure de les livrer. Eh bien, pour être honnête avec vous, je pense que d'ici 3 à 4 semaines, nous devrions les avoir dans une situation où ils commenceront à perdre le contrôle de certaines villes. Et ce que nous essayons de faire, c'est simplement de faire tomber quelques villes au cours du mois prochain, d'impliquer plus ouvertement les Arabes dès demain ou d'ici la fin de la semaine, et d'avoir une dynamique presque irréversible. And just have almost irreversible momentum. Oui, il a dit que, dans 3 ou 4 semaines, ils allaient faire tomber les villes une par une, en commençant par 2 d'entre elles. Ensuite, les Arabes allaient se manifester ouvertement, parce qu'ils soutenaient déjà en coulisses. Mais il dit, ils vont sortir, s'exprimer, et que tout va s'enchaîner. Nous allons faire tomber le gouvernement en Iran. Voilà ce qui a été dit. Et en ce moment, à mon avis, il y a une sorte de panique dans des pays comme l'Arabie saoudite, parce qu'ils ne savent pas quoi faire face au nouveau visage du Moyen-Orient, au nouveau visage de l'Asie occidentale. L'Iran sort de ce chaos et de ce conflit plus puissant qu'il ne l'était avant le début de la guerre. À mon avis, ce n'est pas quelque chose d'acceptable pour les pays du CCG. C'est pour ça, ils sont en quelque sorte paniqués. Comment voyez-vous l'avenir de ces pays, les pays du CCG, avec le temps? Vont-ils changer d'orientation? Vont-ils peut-être considérer la Chine comme une alternative dans la région ou chercher un équilibre économique entre les États-Unis et la Chine? Est-ce possible avec les monnaies? Ils ont tout aux États-Unis, à New York. Et passer des États-Unis vers l'Est va être très difficile, à mon avis, dans la situation actuelle, à ce moment précis. Mais avec le temps, comment voyez-vous l'avenir? Comment évaluez-vous leur situation actuelle, leur économie? Et avec le temps, comment pourront-ils opérer ce basculement, s'ils décident de le faire? Eh bien, la façon dont vous avez formulé la question, Nima, c'est « Que ferait un pays souverain dans cette situation ?» Eh bien, il ne fait aucun doute que si l'Arabie saoudite et les Émirats avaient le pouvoir souverain de décider de ce qu'ils font de leurs propres recettes d'exportation et de tous les investissements qu'ils ont accumulés depuis 1975, depuis la mise en place du système des pétrodollars, s'ils avaient vraiment le choix, bien sûr qu'ils diraient « Comment gagne-t-on de l'argent ?» On en gagne là où se trouve la croissance économique. On peut en gagner grâce à la hausse des actions, alimentée par l'endettement aux États-Unis. Mais au bout du compte, la seule façon de gagner réellement de l'argent de manière durable, c'est la croissance économique.
Et la croissance économique ne se produit pas en Occident, ni aux États-Unis, et elle a certainement été étouffée dans l'Europe de l'OTAN. Elle se produit donc en Chine, potentiellement en Russie, si la guerre avec les États-Unis prend fin, et en Afrique, à mesure qu'elle se débarrasse de ses anciens dirigeants coloniaux en France et dans d'autres pays. Alors, bien sûr, nous allons faire exactement ce que fait la Chine. Nous allons investir tous nos fonds souverains et nos fonds personnels sur le marché asiatique. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas le pouvoir souverain. Car que pensez-vous que feraient les États-Unis si l'Arabie saoudite commençait à dire « Eh bien, vous savez, nous allons retirer un peu d'argent, peut-être seulement 2000 milliards de dollars du marché américain. » La Chine a proposé de formidables investissements. Nous fournirons du pétrole à la Chine et nous avons avec elle un partenariat d'investissement sur un modèle très proche des partenariats d'investissement que nous avons conclus avec les entreprises d'intelligence artificielle. Mais c'est vraiment là que se trouve la croissance. Car les systèmes d'intelligence artificielle chinois, Internet, l'ensemble du secteur informatique, tout cela relève de la technologie chinoise. Ils ont utilisé les profits de leur économie et de leurs systèmes informatiques pour la recherche et le développement. À l'inverse des entreprises américaines dont beaucoup s'effondrent aujourd'hui. Elles ont utilisé leurs profits pour racheter leurs propres actions et verser des dividendes plus élevés à leurs actionnaires, afin de faire monter le cours de leurs actions. Or, la Chine n'a pas de classe financière détentrice d'actions, ni de classe financière indépendante. C'est ce qui rend le capitalisme industriel, ou le socialisme industriel, de la Chine et de l'Asie bien plus productif que le capitalisme financier des États-Unis, qui fait de l'argent par la finance aux dépens du secteur industriel. C'est pourquoi les États-Unis et l'Europe se désindustrialisent au lieu de s'industrialiser. Donc, évidemment, l'approche matérialiste de l'histoire dit que les pays vont placer leur argent là où les incitations économiques sont les plus fortes. Mais ils n'en ont pas le droit. C'est ce que les États-Unis ont créé. Un système de contrôle qui empêche l'Arabie saoudite, les Émirats, Bahreïn et le Qatar d'utiliser les recettes de leurs exportations pétrolières pour toute économie située hors des États-Unis. C'est ce que Bessent et Trump ont expliqué très explicitement. Il n'y a aucune honte à cela, aucune tentative de le dissimuler. Ils ont dit très clairement que c'était la base de la politique étrangère américaine. J'ai un article que je publierai, je pense, la semaine prochaine via Democracy Collaborative et sur mon site Internet. Il explique tout cela, reprend toutes les citations dont nous avons parlé et toute mon analyse. C'est tout le plan sur lequel repose la stratégie internationale et la politique étrangère américaine. Les autres pays doivent nous verser un tribut, sous une forme ou une autre. Ils doivent transférer leurs excédents économiques aux États-Unis, leurs excédents commerciaux, leurs excédents financiers, pour faire bénéficier notre économie, et non la leur, et certainement pas d'autres économies, comme celle de la Chine ou d'autres pays, dont nous contestons la souveraineté et auxquels nous imposons des sanctions commerciales et financières, comme nous le faisons. L'Arabie saoudite et les autres alliés américains du Golfe Persique vont-ils donc obéir aux sanctions américaines? En disant, bon, vous savez, nous avons imposé des sanctions et nous confisquerons tout argent que vous tenterez de placer en Chine, à Singapour ou dans d'autres pays hors des États-Unis. Nous le confisquerons parce que nous avons dit que vous n'aviez pas le droit de commercer avec eux. Qu'allez-vous faire? Eh bien, par le passé, les États-Unis y avaient leur base militaire. Aujourd'hui, ils n'y ont plus que leur ambassade américaine. Alors, l'ambassade américaine dira, eh bien, si l'Arabie saoudite veut investir son argent en Chine, peut-être qu'il lui faut un changement de régime. Même chose pour les autres pays.
Donc ces pays seront attaqués s'ils essayent d'exercer leur propre souveraineté nationale. Bien sûr, tout le principe sur lequel les Nations Unies ont été fondées, en 1945, était de garantir la souveraineté nationale à chaque nation. Les États-Unis, comme nous l'avons déjà évoqué, ont dit que notre souveraineté nationale vise à promouvoir notre propre prospérité et que notre prospérité est menacée par la souveraineté nationale d'autres pays lorsqu'ils ne réinjectent pas dans notre économie l'intégralité de leurs revenus d'exportation et d'investissement, mais les dépensent dans d'autres économies. C'est ce qui va conduire à ce que cette guerre du pétrole débouche sur une reconstruction complète, sur un tout nouvel ordre économique international. Un ordre qui permettra à tous les pays, y compris aux pays arabes de l'OPEP, d'exercer leur souveraineté nationale et de décider quoi faire. Mais ce sera un combat sanglant. En ce sens, on peut considérer la lutte contre l'Iran et contre la Russie, les deux producteurs de pétrole dont les États-Unis ne se sont pas emparés, comme ils l'ont fait au Venezuela. Toute cette lutte commence en réalité tout juste à prendre la dimension économique d'une troisième guerre mondiale. Elle va se poursuivre pendant le reste de cette année et certainement toute l'année prochaine. La question sera de savoir si d'autres pays peuvent se libérer du système commercial et financier international, devenu un système tributaire de l'économie des États-Unis. Pouvons-nous vraiment avoir un système de relations internationales qui garantisse non pas le libre-échange, mais un commerce ouvert, des investissements ouverts à tous les pays? C'est cela qui va être au cœur de la grande bataille politique. Et les États-Unis disent, eh bien, il n'y a pas d'alternative à l'ordre centré sur le dollar. La dédollarisation ne marchera pas. Et le reste du monde, la majorité mondiale, le Sud global, l'Iran, la Russie, disent, eh bien, il existe une alternative. Nous devons nous atteler à la définir. Et il semble que l'Iran, la Russie et la Chine seront les trois pays qui concevront ces alternatives et inviteront les pays des BRICS ainsi que le reste du monde à rejoindre le système qu'ils sont en train de mettre en place. Oui, merci beaucoup Michael d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Cela nous aide à toucher davantage de monde. Michael, merci. Eh bien, merci de nous avoir permis d'avoir tous les deux une discussion aussi large.